qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va démarrer cette émission dans le thème colérique, mauvaise nouvelle, puisque il y a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière dans le foot professionnel français. On n'en a pas parlé vendredi puisqu'on avait une émission qui était assez dense et centrée autour de la potentielle vente du TFC, les rumeurs avec Worldgate, etc. Vous pouvez toujours retrouver le replay de l'émission. D'ailleurs, on a reçu Uxionis qui est venu répondre à toutes les questions. Mais voilà, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé avec un communiqué que vous avez peut-être vu passer de l'Association nationale des supporters en réaction aux échanges avec la ministre et les instances sur ce qui s'est passé ces dernières semaines en termes de fouilles un peu abusives et même d'agressions sexuelles aux portes des stades. Ça a notamment fait parler dans le derby entre Lens et Lille il y a quelques jours. Et puis il y a eu une réaction qui est quand même assez hors sol puisque on a tout simplement expliqué, notamment à la ministre des Sports Marie Barsac, que tout simplement les fouilles seraient moins agressives et qu'il n'y aurait pas de problème si les supportrices ne cachaient pas des fumigènes dans leur partie intime. Donc une déclaration magnifique qui a surpris un peu tout le monde et qui en a choqué plus d'un à raison. Donc il y a une action en justice contre l'État qui est en cours de réflexion. Et puis on avait connu ce genre de figure au TFC avec un gros retour, vous étiez venu en parler d'ailleurs pour ceux qui avaient fait le déplacement à Lisbonne en Europa League, mais là c'est quand même une déclat qui est sortie comme ça, qui a choqué pas mal de monde et surtout qui a été démenti puisque l'ANS a aussi rappelé que c'est des cas qui sont très minoritaires, voire inexistants, de supportrices qui cachent des fumigènes dans leur partie intime et qui ne justifient en aucun cas des agressions sexuelles de la part des agents de sécurité. Donc c'est des choses qu'on n'aime pas voir dans le foot français et qui nous semblent intéressant et surtout important de pointer du doigt dans cette émission. Surtout ce qui est triste, c'est qu'il y a eu des années d'avancée de dialogue. Au final, je vais dire un truc incroyable, mais il faut le clipper, c'est qu'on va finir par regretter Amélie Oudéa-Castéra, qui pour le coup, même si c'était vraiment une catastrophique en com, il y avait quand même eu travail en interne, il y avait une commission au Sénat où justement elle avait reçu les différents acteurs et il semblait avoir des avancées avec l'ANS justement. Là, par exemple, toutes les réunions de travail qu'il y a, il n'y a jamais le ministère de l'Intérieur qui est pourtant le premier concerné vu que c'est lui qui s'occupe des forces de l'ordre. Donc ça semble au point mort et ça semble n'avoir jamais été aussi pire surtout. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur ça. Là, pour un ministre, dire ça, c'est chaud. C'est rétrograde. Elle a essayé de s'excuser, de rattraper le propos, mais ça n'a pas marché. Le problème, c'est que ce qui est dit, c'est dit, exactement. Et le mal est fait. Une fois de plus, c'est méconnaissance du sujet. Totalement. Et en plus, je pense, méconnaissance également des produits utilisés. Parce que si vraiment essayer de planquer une torche qui comme ça les parties intimes d'une femme, voilà. Fais un schéma pour la ministre. Prends bien lui montrer si elle veut faire la cobaye. Bon. Le plateau est ouvert. Non mais c'est chaud en termes de réponse, c'est c'est l'inversion accusatoire quoi. C'est les personnes victimes d'agressions sexuelles, c'est leur faute. L'ont cherché quoi. Donc, dans tous les cas, on réitère à la feuille de match notre soutien pour tous les supporters et supportrices victimes de fouilles abusives. Ça n'a pas sa place dans le football et puis on sait qu'à Toulouse et dans le foot français en général, il y a de plus en plus de supportrices qui se déplacent jusqu'au stade et la moindre des choses ce serait de les écouter et d'en finir avec ce genre d'actes qui sont assez immondes et qui nous dégoûtent tous de notre foot national. Et surtout ne pas hésiter à les signaler surtout. Parce qu'il y a le club qui met des choses en place, donc il faut vraiment faire remonter ce genre de comportement inapproprié. Alors, les fouilles aussi, comment elles sont faites, oui, on vient de le dire, mais aussi ce que ça implique, c'est que souvent, dans 90% des cas, suite aux fouilles, quand on se déplace à l'extérieur, on loupe le début du match. Les fouilles commencent vraiment genre 20 minutes avant. On dirait que tout est fait exprès pour nous faire chier, quoi. C'est Marseille où ça loupe il y a pas de 20 minutes, non, pas une vingtaine de minutes peut-être. Ouais. C'est pas arrivé 2 fois cette année sur un. Mais ça arrive partout, c'est tous les week-ends, c'est comme ça, quoi. Donc c'est un manque de respect déjà qui continue. Un problème de plus qui s'ajoute, mais là quand même ça concerne l'intégrité physique des supporters et des supportrices, donc ça me tenait à cœur d'en parler. On va rebasculer sur ce qui s'est passé du côté du club, puisque vous l'avez peut-être suivi hier, c'était le Fans Day 2025, mon cher Nathan. Alors, on ne sait pas s'il avait caché des fumigènes, mais Oxens était présent et nous a donné ses impressions en vocal.
Alors, pour mon ressenti sur le Fans Day 2025, c'est vrai que j'y suis allé avec assez peu d'attente parce que entre les déboires de l'année passée, le mauvais temps et effectivement l'expérience qui avait été assez désagréable, je m'attendais pas forcément à grand-chose, qui plus est en plus avec les mauvais résultats sportifs du moment. Donc j'y suis allé vers 14h, l'événement commençait à 13h30 et effectivement je me suis rendu compte que le parvis était quand même assez désert, donc pas grand monde, mais ça a eu ses avantages, on en reparlera juste après. Les joueurs et le staff sont arrivés sur scène vers 14h15, donc assez rapidement. On a eu un petit discours, les joueurs qui se sont répartis. Et pendant une heure et demie, on a pu se diviser dans les 3 différents pôles pour aller faire des signatures avec les joueurs, qui étaient franchement très sympa. C'était un petit peu plus souriant que l'année dernière. C'était aussi mieux organisé parce qu'on avait beaucoup de chemins qui étaient balisés, c'était plus précis, c'était beaucoup moins la cohue par rapport à l'an dernier. Je pense que le temps a joué, mais c'était quand même plus sympa. Et au final, je suis parti vers 16h30, au moment où les joueurs partaient aussi. Et de tous les avis que j'ai pu avoir, c'était quand même un truc assez positif. Donc petit bilan, effectivement, pas une très très grosse affluence. Je pense qu'il devait y avoir à la louche 2000-3000 personnes. Mais bon, je pense que les gens qui étaient sur place ont quand même apprécié. Les activités proposées étaient quand même sympas. Il y avait du traditionnel, la visite au bord de la pelouse du stadium, le bus, les stands de jeux vidéo, la chill zone. Quelques nouveautés aussi. Il y a eu un concours de commentaires sportifs. Mais sinon, franchement, plutôt satisfait. Je pense que c'est le retour qui en ressortira aussi. Et voilà, un moment agréable, sobre mais sympathique. C'était sympa d'y être, quoi. Et du coup, on espère que Roxane a pu faire la photo avec ses idoles, Maurice et Miguel. Moi, je retiens le sobre et sympathique, tout le contraire de cette émission, finalement. Non, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont allés là-bas aussi, mais j'ai l'impression que au final, c'est un peu redondant avec ce qui s'est fait les années précédentes. Mieux, apparemment, quand même. Peut-être un peu mieux. Et puis ce sera dans le pass Premium Gold de la saison prochaine, quoi. N'oubliez pas qu'on n'est pas le public concerné. C'est plutôt destination familiale, on va dire. Où ça reste toujours un moment sympa. Convivialité pour les abonnés. C'est 15 000, 16 000 abonnés cette année, je sais plus. Oui, 16 000. Ouais. Donc par rapport à, je sais pas quelle proportion avait le pass Forza Viola. Je sais pas si l'affluence elle est en baisse ou en hausse par rapport à, parce que j'ai vu beaucoup de spéculations sur ça par rapport aux années d'avant. Surtout l'an dernier, le souci qu'il y avait eu, qui avait été pointé du doigt, c'est que du coup, vu qu'ils sentaient qu'il n'y allait pas avoir grand monde, ils ont ouvert aussi à plein de jeunes qui n'étaient absolument pas abonnés. Et donc du coup, les abonnés qui étaient censés être privilégiés se retrouvaient noyés dans l'affluence, à faire la queue pour tout et ne voir personne. Parce que là, pour le coup, vu qu'il y avait vraiment que les abonnés, il y avait moins de monde. Et en plus, du coup, ils avaient mieux réparti avec les joueurs qui étaient un petit peu dispatchés à droite à gauche. Donc ils ont pu voir plus facilement plus de joueurs. Bon, c'est une bonne chose. Ouais. On verra si ça risque d'être maintenu pour la saison prochaine. Ça a l'air de marcher. Après, on verra. Je sais pas si tu l'as dit, mais il y a Mackenzie qui vient regarder des matchs avec nous au Danube dimanche, si jamais. Donc ce sera sympa aussi. C'est nickel. Allez. C'est vrai. Justement, tu parles des prochains matchs. On a désormais la totalité du calendrier pour la fin de saison, puisque il restait encore des dates à déterminer. La J31, ce sera le dimanche 27 avril à 17h15, donc contre Nantes ou au Danube, de préférence si vous voulez rigoler. Venez avec nous, ce sera dans le multiplex. La J32 au Stadium contre Rennes, ce sera un samedi à 19h, donc le 3 mai. Et puis les 2 dernières journées, c'est en multiplex comme à chaque fois, tout le monde va jouer en même temps. On aura le match au Stadium contre Lens le 10 mai à 21h et le match à Geoffroy Guichard, le dernier, le 17 mai aussi à 21h. Donc le match du samedi soir pour les 2 dernières journées du multiplex. Sauf qu'il y a quand même une interrogation sur ce fameux dernier match et ce fameux dernier déplacement. C'est de savoir si on va pouvoir y aller à Saint-Etienne, puisque vous avez peut-être suivi les événements du derby entre cette équipe de Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Il y a eu quand même des incidents avec des jets de projectiles sur le corps arbitral qui pourraient valoir des sanctions administratives à Saint-Etienne. On parle d'un retrait de points, mais on parle aussi d'un 10 centimes. Potentielle fermeture de tribune. Alors, fermeture partielle ou... Huis clos total. Huis clos total, pour un seul débile. Putain, mais c'est pas une récidive. Le huis clos total, le huis clos total reste envisagé en sachant qu'on est sur les tout derniers matchs et que ce serait
le dernier match à domicile Saint-Etienne, donc on pourrait être impacté. On n'espère pas évidemment, surtout. Sanction individuelle. Le mec, ils l'ont chopé, il était déjà en garde à vue. Putain, sanctionnez-le à lui. Enfin, punissez pas ce pauvre. Enfin, ouais. Après, je comprends la récidive, tout ça, mais. Sanction collective pour un acte. Pour un gros débile qui va condamner peut-être son club parce que sans public, Geoffroy Guichard, c'est quand même pas la même chose. On a Fumo sur Twitch qui dit le MHSC compte porter plainte pour plagiat. Oui, c'est vrai, parce que le pétard il avait fait mal. À 4-2 à la 92e. Bon, dans tous les cas, on a encore vu, après la sanction du virage Brice, les supporters se positionner contre ces fameuses sanctions collectives. Mais on connaît aussi les instances. Et puis il reste 2 matchs à domicile pour Saint-Etienne, un contre Monaco, un contre le TFC. Il suffit que la décision traîne un peu et qu'il y ait un huis clos envisagé pour que ça nous passe nous aussi sous le nez. Donc on espère ne pas en arriver là et qu'on pourra tous aller à Saint-Etienne. Je sais que c'est une date qui est privilégiée par beaucoup de supporters pour effectuer le déplacement. Ça va être le dernier de la saison, puis c'est un stade qui donne envie aussi d'y aller. Après, j'ai une réputation de chat noir à tenir pour les déplacements, donc on n'est plus à ça près. Envie de crever, si un deuxième dep avec toi tombe à l'eau, c'est terrible. Tu pourras faire plus que Montpellier. Ah ben non. Après, on sait que pour ce genre de dérapage-là, c'est souvent des sanctions collectives, donc des huis clos. Ouais. Mais là, peut-être partiel, mais je sais pas. Enfin, c'est bizarre. On verra dans tous les cas. Une partielle. Tu vas fermer leur honneur. Enfin, en gros, c'est une tribune latérale. Donc, plus, Nathan, on a des nouvelles de nos jeunes qui étaient à la CAN U17. Exactement. Adam Soudi et Wassim Dardeik ont remporté la CAN U17 avec le Maroc. Ils n'ont malheureusement pas joué. Le premier a fait 2 bancs et le second n'était même pas sur une feuille de match. Donc le Maroc remporte cette CAN sans aucune défaite. C'est le journal des prêtés ou c'est déjà... Juste une question. Est-ce que Nadia, tu valides la prononciation de Nathan sur les noms marocains ou pas? Elle n'a pas écouté. Non, si j'ai écouté, mais j'ai pas fait attention à la prononciation, donc ça m'a pas choqué. Tu aurais pu me dire Chokran quand même pour On continue les actus. T'es injouable. Avec demain des enchères caritatives en ligne du Toulouse Football Club qui ouvre à 14h avec des lots inédits, des expériences immersives. Pour rappel, l'année dernière, on y avait à gagner une expérience notamment VIP pour le match contre Marseille, des entraînements privés, des moments privilégiés avec les joueurs et des maillots et produits dérivés exclusifs. Donc tous les fonds iront à la Fondation UTFC. C'est dans la suite de ce qui s'est fait sur les saisons précédentes. Donc la clôture de la vente, c'est le 30 avril. Ça va s'ouvrir, vous pourrez participer et puis vous aurez une petite dizaine de jours pour essayer de choper ces lots de plus en plus intéressants, j'ai envie de dire, et puis pour financer aussi une bonne cause et l'association du club. Tu l'as vu, le lot rentre à la place de Zayt à la 90e. Il est sympa celui-là à prendre. Écoute, si je laisse à qui le veut bien, mais je ne veux pas fréquenter ce genre d'individu sur mon temps libre. J'en fais déjà assez dans l'émission. Allez, nous on va enchaîner avec le programme et les résultats de l'Académie et des féminines. Nivine, oui la frappe de Nivine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. Comme chaque semaine, on démarre avec les informations de la Fabrique Violette sur la préformation, Vincent. Et oui, et week-end de Pâques, c'est forcément les tournois, c'est pas que les œufs en chocolat pour Ben. Il y a tous nos jeunes qui étaient sur les terrains de la région et même au-delà. On va commencer avec les tournois Club Christophe Revaux qui était au stadium et sur les annexes. Le tournoi U13 féminin était rapporté par le TFC dimanche et les U9 garçons les ont imités, remportant le tournoi qui était le lundi dans le cadre du Fan Days pendant que Ben est en train de se ravitailler. Ils ont battu Muret en finale. Les U12, eux, ont perdu en finale la Hale & Cup d'Arsenal en Angleterre. Défaite contre Tottenham 1-0. Donc Tottenham qui gagne un tournoi organisé par Arsenal. Je pense que Ben, tu es aussi ravi que... 817e, je m'en fous. Ok. Les U13 ont échoué en finale du challenge Eric Carrière à Auch. En poule, d'abord, ils ont perdu 2-0 contre Nantes. Ils ont battu Balma 2-0. Puis Creil, la sélection du Gers et Mougins sur le score de 3-0. Ils ont éliminé Charleroi au tir au but, 0-0 dans temps réglementaire. Ils se sont vengés de Nantes en demi sur le score de 1-0 et échouent en finale, comme l'an dernier, je te remercie, au tir au but, 0-0 contre la Real Sociedad. Les U14, quant à eux, ont participé au prestigieux tournoi Sans Frontières de Sens. Ils ont terminé à la 12e place. L'émission Toulouse Sport a tourné un reportage dans lequel il y a eu un focus sur les pitchouns. Donc il a retrouvé sur le replay de France 3. C'était ce lundi soir. En poule, le TEF a fait 1-1 contre Lens, 0-0 contre le Real Madrid et battu Saint-Etienne 1-0. Ça fait rêver. Il termine seconde de cette première phase. Il perd ensuite 2-0 contre le PSG, 5-2 contre Rest dans cette seconde phase où il termine dernier. Mais bon, ce sont les deux finalistes qui sont retrouvés en finale du coup. Donc c'était quand même des grosses équipes. Reversé en finale pour la 11e place et perdent 2-1 contre Tokyo. Le tournoi donc a été rapporté par Reims au tir au but contre le PSG.
Et pour être complet avec la préformation, les U16 ont terminé la génération Adidas Cup en Floride à la 20e place. En demi-finale de consolante, ils échouent face au futur vainqueur, l'Inter Miami, 3-0. Et ils perdent le match pour la 3e place, 1-0 contre New England Revolution. On n'a pas les mêmes moyens quand même. Danone Cup en France et Adidas Cup aux États-Unis. Puis tu verrais comment c'est filmé et tout. Enfin, Est-ce qu'ils ont les tournois pitch? Je sais pas, eux c'est directement les tournois foie gras quoi. Enfin, c'est ce sujet, je crois que c'était la dernière émission ou l'avant-dernière où c'est qu'on se demandait quel était l'ancien nom de la Danone Cup. Et c'est la coupe de la vache qui rit, je crois. C'est vrai? Non, sérieux? Oui. Oh putain. Ok. Ça vient de chez nous ça. Comme quoi, les Anglais ont inventé le foot, mais c'est quand même nous qu'on le mobilise. Qui l'avons sublimé. Merci pour ces infos, Vincent. Au niveau de l'académie, il y avait la N3 qui jouait et qui ont perdu contre Castanet-Tolosan 1-0 malgré la présence de Niflor, de Wasbauer, de Metali, de Saka et de Haraj. Donc beaucoup de joueurs pros qui étaient redescendus. Mais quand même une défaite qui fait reculer TFC au 6e rang. On en parlait sur les semaines précédentes, comme il restait des choses à jouer pour la N3. Au final, c'est une nouvelle défaite. Il va falloir se décourager pour les derniers matchs. On termine avec les féminines. On ne pourra pas faire de focus ce mardi puisque elles étaient exemptées. Elles ne jouaient pas ce week-end, Nathan. Ah, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une copie sur le drive. J'ai une tout. Tu t'en sors ou tu veux que je t'aide? C'est bon, ça va aller. Pas de match ce week-end car nos violettes étaient exemptées. Il n'y a que 11 équipes suite au forfait de Bordeaux. Et au classement, Marseille a battu Orléans et passe second avec 2 points d'avance sur le TFC et le même nombre de points que Lens, le leader, qui a chuté à la maison. 3-2 contre Metz et a toujours 5 points d'avance sur le TFC, mais un match en plus. Le TFC peut donc rattraper Lens en cas de succès contre elle, en comptant ce match de décalage. Et au passage, le RC Lens a battu le record d'affluence avec 10 237 spectateurs à Bollaert. Chapeau. Record qu'on avait, pour rappel... 1000 Non. Ouais, un record qu'on avait établi au Stadium quand les places avaient été rendues gratuites. Le record a été battu 3 fois cette année. C'est quand même bon signe. Il y a eu cool. Le FCMS aussi. Il me semble, ouais. Donc, Metz, c'était 7. Il y a une ou 2 semaines, c'est ça. Ouais. Donc, c'est cool, hein. C'est positif, 10 000, c'est quand même pas mal. Alors, en tous les cas, ça y est, Marseille, il n'y a plus ce fameux match en retard qui nous posait question semaine après semaine. Maintenant, ils sont devant nous au classement, mais Lens a perdu, donc tout le monde se rend coup pour coup. Et puis, si on bat tous nos adversaires directs, c'est bon pour nous. On peut même jouer le titre. Exactement. On parlait de monter jusqu'ici, maintenant on peut tout perdre comme tout gagner, donc ce serait important d'aller soutenir les filles et vous retrouverez normalement le coach dès la semaine prochaine pour son retour dans l'émission, puisque cette semaine pas de match, mais il nous fait l'honneur à chaque fois de répondre à toutes nos questions. Pour le point complet, vous savez que ces résultats vous les avez retrouvés dès 16h sur nos réseaux sociaux, on les publie chaque semaine, le même jour à la même heure, et puis dès vendredi à 16h, on vous annoncera le programme du week-end. On arrive sur la fin de saison, donc soyez attentifs. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux pour ne rien rater sur ce qui se passe sur les pelouses de nos violets et de nos violettes tout au long des week-ends. 20h24, on a un petit peu de retard, mais c'est l'heure de journal est prêté. J'ai passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et vous allez voir que si on est en retard, on peut remercier nos faisans de nous faire gagner du temps, puisque le journal des prêtés ne va pas durer très longtemps aujourd'hui. Alors je pourrais vous parler des performances de Sissoko, Dominguez et Amoulic. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Non, pas envie. Eux non plus, visiblement, ils n'ont pas envie de jouer, donc moi j'ai pas envie d'en parler. Ça va aller très vite. Sissoko, encore une fois, n'était pas dans le groupe lors de la victoire 2-1 de son équipe de Sheffield Wednesday contre Middlesbrough. C'est également le cas de Saïd Amoulic, qui n'a maintenant plus joué depuis le mois de mars. Donc je sais pas si c'est un coup peut-être du lobby vegan qui a eu enfin raison de nos faisans, je ne sais pas. Alex Dominguez, lui, n'a pas joué non plus, mais bon, c'est pas vraiment une surprise. Par contre, puisque l'univers est absolument, manifestement, a bien envie de se foutre de sa gueule, le week-end dernier, j'ai oublié d'en parler, il a encaissé un but par le gardien d'en face. Gaëtan Poussin, l'ancien joueur de Bordeaux, Poussin, en plus. Wow. Qui a marqué sur corner pour égaliser face à Eibar la semaine dernière. J'ai vu passer le but en plus, mais je n'avais pas percuté que c'était c'était lui. Du coup, il a marqué le but au gars qui empêche Alex Dominguez de jouer, le gardien titulaire dont j'ai oublié le nom.
Donc voilà, si c'était pas un signe de l'univers que de toute façon ça ne sert à rien et il faut bien rentrer vite à Toulouse, je ne sais pas ce que c'était. Mais Dieu merci, il s'est quand même passé quelque chose dans ce journal des prêtés. Je crois que Vincent, je vois ton petit sourire que peut-être tu sais déjà de quoi je parle, puisque notre petit protégé César Gélabert a sorti un match de titan avec un doublé lors de la victoire de son équipe contre Mirandes. Donc, est-ce que c'est uniquement parce que c'était son ancienne équipe qu'il s'est sorti les doigts et qu'il a fait un bon match? On ne sait pas. Possible. Toujours est-il qu'il a donc marqué 2 buts et était dans l'équipe de la semaine de la seconde division espagnole. Donc je pense que dans 5-6 secondes, la communauté et les violets vont être en mode donc voilà, préparez-vous à voir pleuvoir les avis de mecs qui vont dire de toute façon j'ai jamais douté, César moi je l'ai toujours soutenu, j'ai toujours cru. Et je tiens à le dire, même si ici certains s'en sont moqués, je nommerai personne, mais par exemple Vincent, moi j'ai toujours cru, j'ai toujours été derrière lui, à fond, à y croire. Donc les qu'un mot à lui dire, c'est Ave César et reviens, Toulouse t'attend. On ressortira les cassettes un jour. Merci César Gélabert de nous faire vivre de telles émotions dans le journal des prêtés de la feuille de match. C'est bien le seul. Comme tous les mardis. Et, écoute, bientôt la délivrance. En attendant l'année prochaine. Il me tarde de voir la liste des prêtés. Nouvelle salve de prêtés. C'est vrai qu'on pourrait. On fait des pronos sur les matchs, mais à quoi bon, quand on peut faire des pronos sur les joueurs qui seront prêtés la saison prochaine? Là, il y a quelques candidats en plus. Oh, oui. Je pense, ouais. Tu fais la délivrance, ça va prendre laquelle? Ah ouais, devant moi, toi, au lieu de. un petit Warren prêté, j'y crois, moi. Ah ouais? Quand même dit, Warren il a disparu. Hein. Moi, je crois que c'est le nom du mec. Ah non, Warren prêté, c'est un mec de la réserve. Un petit joueur de peau là qui est pas dégueu. Qui est pas dégueulasse, ouais.